Merci d'être là pour notre table ronde en ce début d'après-midi. Alors effectivement, nous avons 3 auteurs qui viennent avec leurs livres, avec leur histoire. Nous avons Sébastien Spitzer pour Ces rêves qu'on piétine, qui nous plonge dans l'histoire, une histoire particulière, puisque dans les destins évoqués par le livre, il y a le destin d'une des, entre guillemets, premières dames du régime nazi, on pourrait l'intituler comme ça, dont on va découvrir qu'elle a évidemment un destin encore plus singulier qu'on ne le pense. Et puis, à côté de ce destin-là, il y a l'évocation du retour de la liberté pour ceux qui ont été victimes de cette barbarie, qui se fait par touche, petit à petit. Et on découvre aussi que ce retour à la liberté, évidemment, est loin d'être romanesque ou, comme il peut l'être parfois, simplifié par le cinéma. Nous avons également avec nous Yves Lang pour Transport. C'est un autre récit, un récit qui nous plonge dans une forme d'intimité. L'intimité de ceux qui sont transportés par des trains. Le mot transport n'est pas un hasard. Transportés vers ce qu'il est convenu d'appeler l'extermination, la mort, la fin tragique. Et il y a des clins d'œil étranges. D'ailleurs, quand on anime des tables rondes, vous avez peut-être remarqué qu'en venant ici, on a marché le long d'une pente qui s'appelle la rue des déportés. C'est étrange, mais voilà, ça fait résonance. Et également... Alors, Sébastien me demande d'où vient cette rue des déportés. Moi, je ne suis pas lavallois, mais je suppose que dans la salle ou parmi les gens, il y aura peut-être un éclairage qui nous sera apporté. Ah, monsieur veut parler, bon, on peut commencer avec ce point d'histoire. Vous allez le redire. C'est au moment de la libération en 1944, quand les déportés mayennais sont revenus de l'Allemagne ou de Pologne. Ils se sont réunis sur la place ici devant, puis ils ont fait un défilé jusqu'au bout du moment. On va résumer. Ça marche pas? Ouais. Fabrice nous expliquait que c'est au moment de la libération, en fait, effectivement, que ceux qui revenaient finalement de l'enfer ont fait un défilé et donc qui s'est déroulé le long de cette rue et de cette place. Comme quoi, effectivement, les noms de rue ont leur importance. Et donc également avec nous, Cyril Dion pour Imago. Vous nous plongez dans une autre réalité avec un parallélisme extrêmement intéressant parce qu'il y a d'un côté le destin de frères palestiniens, on parle là de Gaza, qui vont vivre un certain destin, une certaine trajectoire. Il y a même, et c'est assez inattendu, une dose de poésie, puisqu'elle est assez présente. Et à côté de ces destins, il y a un autre personnage qui m'a beaucoup fasciné, vous le devinez, c'est Fernando Clerc. Alors, c'est une sorte de fonctionnaire d'organisation internationale. Et ce qui est extraordinaire dans le livre, c'est qu'on pourrait penser qu'un fonctionnaire d'organisation internationale, qui traite donc, vu l'état du monde aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, des sujets graves, pour être intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Et on découvre qu'il a comme une sorte, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, une sorte d'allergie à la réalité de la guerre, parce qu'évidemment, la guerre, ce ne sont pas que des chiffres. Puis une autre confidence, puisqu'on est à Laval, et qu'il y a une liberté d'expression dont on bénéficie tous, c'est vrai que c'est une table ronde dont j'avais peur, parce qu'effectivement, vos sujets traitent d'effets extrêmement forts, chargés de symbolique. Et si vous en êtes d'accord, on ne fera pas de confusion des tragédies. Chaque tragédie a sa singularité et on ne sera pas dans le mauvais journaliste qui résume tout à des faits, des liens et des conséquences. En revanche, il y a un point commun entre ces 3 romans, un point commun très fort, c'est que vous avez choisi de traiter des sujets qui ont une extraordinaire résonance symbolique, y compris la situation, évidemment, à Gaza. Alors, ma première question, si vous en êtes d'accord, Cyril, s'adresse à vous. Parce que, encore une fois, il suffisait d'allumer la télé ou la radio ce matin pour être nourri d'analyses et abreuvé de faits sur le Proche-Orient. On voit d'ailleurs que les chroniqueurs se contredisent eux-mêmes. Mais on verra après, ensuite, votre histoire personnelle qui vous a amené à écrire ce livre, puisque vous avez tous des tragédies qui étaient finalement, dont vous avez été les témoins à un moment donné, qui ont influé sur le livre que vous écrivez. Mais comment on fait pour se libérer du poids de cette actualité? Parce qu'il n'y a pas un jour sans que l'on nous parle de ce qui se passe là-bas, sans qu'on ait des prises de position. Comment on fait? Vous avez coupé la radio, vous avez coupé le son, vous êtes immergé? Pas vraiment. C'est un livre que j'ai écrit par intermittence pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'être né avec le conflit israélo-palestinien. J'en ai toujours entendu parler depuis que je suis enfant. Mais le projet du livre n'est absolument pas parti du conflit. Et je pense que c'était ça qui m'a permis de pouvoir en parler. C'est que si je m'étais mis dans la tête de faire un livre qui parle du conflit israélo-palestinien, c'est une thématique tellement complexe, tellement écrasante, tellement rebattue,
que je crois que ça aurait été un projet trop intimidant. Et le livre est plutôt né de la voix des personnages, et particulièrement de la voix de Fernando et de Nadir, qui est ce jeune homme palestinien. Et je ne savais absolument pas où ça allait m'emmener. Alors, il faut dire une chose, et il faut toujours rappeler les fondamentaux, c'est que dès le début du livre, vous parlez de quelqu'un qui vous a fait visiter la Terre, c'est Alain Michel, si je ne m'abuse, qui vous a fait visiter cette Terre, source de conflit, et vous dites bien, il faut se garder d'avoir un avis tranché sur ce conflit, puisque ça peut être la tentation d'embrasser une cause en y voyant finalement que la magie, la poésie est une forme de projection de ce qu'on croit être la cause à défendre. Donc, quand vous avez commencé ce travail, cette question-là, vous aviez été sur le terrain, on y reviendra, vous avez même été impliqué dans des initiatives pour aider à la coexistence entre religions, mais cette idée de ne pas avoir d'avis tranché, elle tintinabulait régulièrement à votre esprit? Est-ce qu'il y avait une forme d'autocensure quand vous racontiez les faits que vous allez raconter en disant, là, peut-être qu'on pourrait penser que... Non, et encore une fois, ce n'était pas du tout une démarche intellectuelle, c'est-à-dire que je me suis attaché à essayer de comprendre la trajectoire de personnages qui se sont imposés à moi, et notamment la trajectoire de deux frères qui vivent à Gaza, enfermés dans cette petite enclave où il y a 1 million de personnes, qui sont entourés par, d'un côté, l'Égypte et de l'autre, Israël, qui ferment leurs frontières respectives, et à essayer de comprendre ce que ça faisait de vivre enfermé dans ce territoire, d'essayer de comprendre aussi quelle pouvait être la réponse à cette violence inouïe qui est à la fois le fait d'être enfermé, mais aussi le fait d'être bombardé, d'avoir des chars qui rentrent, d'avoir ses amis qui sont assassinés, parfois sa famille, qui est une question universelle, qui est une question qu'on peut aussi se poser par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, en se disant finalement, si j'avais été en France dans les années 40, est-ce que j'aurais été résistant, ce qu'on a tendance à fantasmer quand on regarde les choses de loin, ou au contraire, est-ce que j'aurais été effrayé et donc je me serais mis à collaborer. Mais là, de la même façon, si je vivais à Gaza, si une partie de ma famille avait été décimée par des bombes, si je n'avais absolument aucun avenir professionnel, si je me sentais perpétuellement opprimé, humilié, comment est-ce que je serais amené à réagir? Est-ce que je n'aurais pas la tentation de la violence à un moment? Et ça, c'était une question qui me passionnait. Ensuite, j'ai complètement évacué la dimension, qu'est-ce que les gens vont en penser? Est-ce qu'ils vont avoir l'impression que je prends parti pour un côté ou pour l'autre? Parce que cette question est insoluble. Pour avoir passé énormément de temps au Proche-Orient, pour avoir des amis israéliens et des amis palestiniens, le sujet est tellement sensible que si on se met à réfléchir de cette façon-là, on n'écrit pas de roman, ou on écrit un essai éventuellement. Parce qu'on peut avoir une approche politique de la question. Mais là, je cherchais plutôt à avoir une approche sensible, ce qui est absolument... Enfin, c'est totalement différent quand on se rend dans ces territoires-là et qu'on se met à entretenir des relations avec des Israéliens et des Palestiniens, à parler de leurs souffrances, à vivre un certain nombre de leurs tragédies au quotidien. C'est quasiment impossible de prendre parti. Alors, il y a cette question que vous évoquez, finalement, de faire fi d'une démarche intellectuelle qui chercherait des justifications ou même de rentrer dans une dialectique un peu compliquée. Mais cette question, elle se pose aussi à vous, Sébastien, parce que ce livre, vous avez mis 3 ans à l'écrire. Ce livre, il est nourri par des sources historiques. Vous me disiez hier, et vous l'avez dit aussi d'ailleurs dans des interviews, que l'un des endroits que vous fréquentez au moment de l'écriture du livre, c'est ce mémorial de la Shoah qui est à Paris, dans le quartier de la rue des Rosiers, qui est pas loin de l'hôtel de ville, pour ceux qui n'ont pas forcément la géographie parisienne en tête, mais que quand vous alliez dans ce lieu source, un de ces lieux sources, vous aviez face à vous le nom de ces déportés. Et évidemment, ces noms peuvent rester sans sens si on ne fait pas attention à ces noms. Ça peut être des motifs presque décoratifs, entre guillemets. Là aussi, est-ce que vous avez eu ce travail de prendre de la distance, sachant en même temps que quand vous travaillez notamment sur cette Magda Goebbels, puisque c'est elle dont il s'agit, et parce que la recherche historique progresse, vous êtes intimement lié à des archives. Même si on y reviendra, il y a des choses à imaginer. Comment on fait? On se libère, on oublie la part du romancier, la part du journaliste que vous êtes, de l'investigateur. Comment vous gérez ce dilemme? C'est très difficile. Bonjour, c'est l'histoire de... J'ai écrit un bouquin pour essayer de comprendre qui était cette femme,
Magda Goebbels, la femme de Joseph Goebbels, la première dame du Troisième Reich, qui était donnée en exemple à des millions d'Allemands comme la mère de famille idéale, avec ses 6 enfants qu'elle élevait, et qui va finalement les tuer l'un après l'autre, tous les 6, les empoisonner. De façon très méthodique aussi. C'est toujours ça qui est extrêmement bouleversant, étonnant quand on est lecteur. Vous décrivez, il y a un protocole, et il y a le personnage arrive à étouffer la dimension maternelle, quasi maternelle, pour rentrer dans le mode opératoire. Oui, donc c'est parti de cette question-là, comment elle fait et comment elle a procédé, évidemment. Mais il fallait ensuite remonter le temps avec elle et comprendre d'où elle venait. Je ne vous raconte pas le livre, parce que je vais répondre à ta question. Oui, mais c'est une bonne idée. C'est très difficile de se replonger dans cette histoire-là. C'est très difficile de se replonger dans ce moment du mal absolu. Dès le départ, je suis allé au mémorial de la Shoah pour me documenter, avec une démarche objective, si tant est que l'objectivité puisse exister. En tout cas, d'être le plus honnête possible dans ce récit. Parce que quand vous allez au mémorial de la Shoah, vous entrez par de longues stèles qui bordent l'entrée, sur lesquelles figurent les noms de tous les déportés juifs qui ont péri dans les camps de concentration. Il y en a près de 70 000. Tous ces noms sont gravés sur ces stèles. Et quand on passe par là, à chaque fois, j'y allais 3, 4 fois par semaine, plus j'y allais, plus je me disais, mais attention à ce que tu écris, attention à ce que tu fais, tu n'as pas le droit de trahir leur mémoire. C'est tous ces noms qui figurent là avec des dates, 1942, 1943, 1944, ont souffert, ont connu cette horreur, en ont été blessés, meurtris, au propre et au figuré, enfin morts finalement. Donc je n'avais pas le droit de trahir leur mémoire, c'était comme une morale intime, un garde-fou. Ça c'est une première chose essentielle. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. Ensuite, pour compléter ce que tu étais en train de dire, c'est vrai que cette histoire, on a envie de la raconter avec une voix nouvelle, hein, avec une sorte de nouvelle virginité, en se débarrassant de tous ces épouvantails qui la rendent tellement lourde à écrire, tellement lourde à porter, qu'on ne peut plus écrire un seul mot sans qu'il soit ultra connoté. Si j'écris dans ce bouquin Hitler, c'est fini. Hitler, c'est tellement fort, tellement lourd de sens que ça écrase tout sur son évocation, à sa lecture. Hitler. Donc j'écrivais Oncle Adolphe pour revisiter ce moment-là, pour revisiter l'histoire, pour essayer d'avoir un autre point de vue, un autre regard. Pas une interprétation, mais un autre regard, aller revisiter l'histoire. C'est toute la difficulté, c'est quand on se plonge dans un drame absolu, et celui-là l'était dans tous les sens du mal. Annette Vivorka, qui est une grande historienne, dit que c'était la métonymie du mal, c'est-à-dire que c'est le moment absolu du mal absolu, la Shoah. On n'a pas le droit d'écrire n'importe quoi. Mais ça n'empêche pas la diversité des points de vue, puisque c'est un ressenti, puisque c'est une histoire en fait qui est composée d'individualité. C'est pas un nombre, c'est pas une histoire générique. Chaque personne a vécu son histoire d'une manière un peu différente, que ce soit dans le bunker de Hitler au dernier moment, aux dernières heures du Reich, comme ceux qui vont sortir des camps de concentration, les survivants des camps de concentration, avec leur parcours, et ce qui les a portés, ce qui les a maintenus en vie, et les rêves qu'ils ont portés jusqu'au moment de la sortie, et ces longues marches de la mort, ce qu'on appelle les marches de la mort, parce qu'il n'a pas suffi de l'internement et de l'extermination en camp pour les rares survivants. Ensuite, c'était des semaines de marche à travers toute l'Europe centrale pour aller de camp en camp, puisqu'ils étaient utilisés par les Allemands jusqu'au dernier moment. Donc c'était cette histoire-là qu'il fallait raconter, et avec un préalable nécessaire, la documentation, la plus précise possible. J'ai essayé pour qu'on ne puisse pas me reprocher de raconter n'importe quoi. Quand j'ai fini ce bouquin, avant qu'il soit publié, avant qu'il soit distribué, diffusé dans les librairies, mon beau-frère, qui est un grand journaliste, m'a dit « Mais Sébastien, comment tu oses fictionner l'indicible ?» C'est parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Comment ose-t-on fictionner l'indicible ? Raconter une fiction à propos de quelque chose qui est insupportable, qui est à la limite du racontable.
et je lui ai répondu, voilà, j'ai fait un travail sincère. Quand on regarde chaque mot, chaque paragraphe, chaque chapitre, tout est vrai. Et si ce travail-là peut donner envie à un lycéen de se replonger dans cette histoire et de comprendre ce qui s'est réellement passé, ce sera ça de gagner. Et merci à ce festival, merci à Lecture en Tête, parce que les 2 jours qui ont précédé, hier et avant-hier, avec les primo-romanciers, on a eu l'occasion de rencontrer plein de lycéens qui arrivaient par bus entier, des classes entières de seconde, de première, et de partager avec eux, de leur raconter cette histoire. Et c'est l'horreur, c'est l'indicible, mais je vous garantis qu'ils avaient les yeux grands ouverts et il n'y avait pas un bruit dans la salle. Voilà, ce silence face à l'indicible, c'est aussi ça la force du livre, parce que ça serait un livre d'histoire classique. Les lycéens ou d'autres publics pourraient avoir des préjugés en disant « c'est pas pour moi, c'est compliqué, il y a plein de dates, il y a plein de chiffres ». C'est la même question aussi qu'on a envie de vous poser, Yves. Alors Yves, vous m'avez dit, puisqu'on se dit tout, hein, on est à Laval, moi je préfère répondre aux questions en lisant mon livre, mais quand même il y a une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser, c'est que vous abordez aussi ce sujet de l'indicible et vous l'abordez à un moment clé de cette métonymie du mal, pour reprendre les termes de l'historienne, c'est-à-dire quand les gens vont se retrouver dans des wagons vers la destination finale, et vous nous parlez de ce qui se passe pendant ce temps du trajet. Comment ou pourquoi vous aviez envie, vous aviez besoin d'aborder cet aspect-là? C'est-à-dire, parfois certains journalistes ont dit, vous parlez de l'intimité des déportés, l'intimité entre guillemets, parce que c'est derrière les wagons qui sont fermés, qui suivent leur chemin, le processus est en marche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez ressenti le besoin de le raconter, de le mettre en fiction, de le mettre aussi en image, puisqu'après, en vous lisant, on a des images de visage, on imagine certains des personnages, dont celui qui fait office de narrateur dans votre livre. Bonjour à tous. Olivier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai du mal à répondre même à la plus simple question basique sur le pourquoi du comment, sur d'où je viens, qui je suis, de quelle lignée familiale je viens. J'ai beaucoup de mal parce que, au même titre que quand on demande à un peintre pourquoi il a peint ce qu'il a peint, il n'a rien à dire. Il montre son tableau. Et donc moi, pour Transport, je me permettrais, si tu en es d'accord, de répondre déjà à ta question en lisant 2 premières pages. Et après, je viens à ta question. Quelques extraits, et on lira aussi des extraits de vos livres, Cyril et Sébastien. Donc vous allez nous resituer le moment, le contexte du livre. Donc c'est au tout début, c'est ça? C'est le début. D'accord. Les odeurs me collent à la peau, surtout au visage, en pleine figure. Pas celles des animaux. Bœufs, vaches, cochons, moutons, ce qu'on voudra. Non, celle de la merde des humains. Aigre, tenace, lancinante. Ça déborde jusqu'au ciel, ça prend à la gorge, ça enveloppe, ça diffuse une infection généralisée. 2 heures que rien ne bouge. Des insectes entrent, inspectent, sentent et ressortent, confondant un bref instant les cheveux rouges de la femme du fond avec une pivoine ou un camélia. Quelques hommes commencent à s'asseoir au sol comme ils peuvent, repliant les jambes sous eux pour ne pas trop gêner les voisins. Du pain circule de mon côté du wagon. Un échange se trame, une montre change de main et un quignon disparaît dans une poche de veste. Un ébranlement métallique nous fait vaciller, le wagon tremble à peine, un morceau de ciel, des nuages se faufilent, puis disparaissent par l'ouverture barrée de fils barbelés. On bouge. Un enfant tombe du côté de la lourde porte cadenassée de l'extérieur. Mon voisin me sourit faiblement, comme rassuré à l'idée que quelque chose enfin change. On y va alors ? Je réponds par un léger rassentiment de la tête. Il sort de sa poche quelques miettes de tabac qu'il roule dans un morceau de papier journal, humidifie de sa langue, puis allume maladroitement. « Tu fumes ?» Je lui fais un vague signe de tête qui ne signifie ni oui ni non. Je m'accroche du regard à cette femme rousse assise au fond du wagon, le visage oscillant face au petit miroir posé sur une valise sombre en équilibre au-dessus de ses cuisses. Les meilleures places se trouvent le long de la paroi de bois du wagon.
Ceux qui s'en rendent compte s'y précipitent en vitesse. Ven, estaremos mejor aquí, suivi du regard par l'enfant naïf et d'autres qui se parlent, étonnés de cette animation insignifiante pour eux, s'agrippant comme ils peuvent à leur interlocuteur, surpris par la vitesse du train, obligés un peu plus tard de s'affaler juste en dessous d'eux, là où une place encore vide accueille leur corps maladroit. Tout le monde est assis, ménageant parfois un espace entre des jambes encore droites. L'enfant se serre contre une femme jeune. Il a dû se faufiler à travers les mailles du programme de séparation des parents et des enfants, en trompant la vigilance des gendarmes. Il se tient le ventre, se penche à l'oreille de la femme. « Comment tu t'appelles ?»« Samuel. J'ai mal au ventre. » Elle parcourt le wagon du regard et, désemparée, lui indique un endroit resté vide dans un coin. Ils ont oublié le seau. Pourtant, ils ont bien dû penser qu'il y aurait de la pisse et de la merde. L'odeur de sueur, la pestilence accompagne la défécation de l'enfant qui reste un moment au sol. Puis elle recueille le tout dans la page d'un livre sorti de sa valise et parvient à le lancer à l'extérieur en se hissant sur les planches de la cloison. Le silence s'installe peu à peu autour de nous. Une femme et 3 hommes fument. Leur brouillard finit d'établir une torpeur d'où ne ressort que le cliquetis des roues sur les rails. Voilà, c'est un extrait du livre qui nous plonge directement dans la réalité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Puisque vous disiez, Yves, que vous vouliez après revenir sur la question. Donc, c'est-à-dire, c'est difficile de commenter, mais je voudrais en même temps répondre à ta question. Oui. Et aussi un petit peu aux commentaires de Sébastien tout à l'heure. En fait, je suis un primo-romancier. Il paraît que je suis un jeune primo-romancier, mais pas du tout. C'est un leurre. Je ne suis pas un jeune primo-romancier, je suis un très vieux primo-romancier. Et lorsque j'ai rencontré mon éditeur, Gilles Rosier, la première question que je lui ai dit, que je lui ai posée, c'est « Est-ce que j'ai le droit maintenant d'écrire une fiction là-dessus ?» Ça me taraude depuis l'âge de 5 ans, depuis l'âge où j'ai découvert que les gens de ma famille avaient exterminé, non pas dans des camps de concentration, mais dans des usines de mort, dans des camps d'extermination, où ils rentraient et 2 minutes après, ils étaient gazés, où on ne les concentrait pas. Et je me suis dit, à l'âge de 6 ans, je me dis, mais d'où vient, pourquoi ça m'arrive à moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Personne ne me parlait de ça, ni mes parents, ni mes frères, ni mon frère. Et j'ai dû apprendre moi-même à partir de l'âge de 6 ans, en découvrant les livres de ceux qui étaient revenus, des historiens. Et puis voilà, les années passent, j'ai des enfants, des petits-enfants et bientôt des arrière-petits-enfants. Et Gilles me dit, mais pourquoi tu écris ce livre maintenant ? Je lui dis, j'en sais rien. Il me dit, c'est parce que ton petit-fils a 25 ans. Je lui dis, oui, ça doit être pour ça. Voilà. Donc moi, je n'ai jamais voulu, évidemment, avec toute la pudeur qu'on a lorsqu'on parle de ces choses-là, je ne me suis jamais donné l'autorisation d'écrire ce livre. Et il a fallu que mon petit-fils ait 25 ans pour que je l'écrive. Alors, à la différence des milliers de livres maintenant qui existent sur l'extermination des Juifs d'Europe et des Tziganes et des homosexuels, enfin tout ce qu'on peut imaginer, que vous connaissez, ça n'est pas un livre d'histoire, parce qu'il y a des historiens, il y a des déportés qui ont écrit des livres magnifiques. Je vous renvoie à toute la bibliographie du monde qui existe sur ce sujet. Moi, ce qui me taraude, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ces gens-là qu'on mettait dans des wagons ? À quoi pensaient-ils ? À quoi pensaient-ils ? Est-ce qu'ils pensaient à fumer, à déféquer, à uriner, à regarder dehors ? Est-ce qu'ils pensaient à leurs anciennes amours ? Est-ce qu'ils pensaient à leurs enfants ? Et voilà, je me suis mis à la place de 3 de ces personnes dans ce wagon qui va de Drancy à Auschwitz. On aura l'occasion de revenir et puis de montrer une autre chose, et la transition peut paraître étrange, mais une autre chose que finalement qui transparaît dans votre livre, Cyril Dion, c'est d'ailleurs l'extrait qu'on va entendre, c'est comment dire, il y a ce drame absolu, on est tous d'accord, et à côté de ça, le quotidien, la vie de tous les jours continue. Et ça fait une étrange impression quand on est lecteur de ces livres, parce qu'il y a quand même de vrais drames, de vraies morts, et à côté de ça, il y a des gens qui ont été au bureau tous les matins, qui ont été dans leur paperasserie. C'est exactement le même sentiment d'ailleurs qu'on peut avoir en vous lisant Sébastien Spitzer, parce qu'évidemment sur Internet on trouve tout, et on trouve notamment
ces photos de la famille Goebbels au grand complet, modèle du régime nazi. Tout est propre, lisse. Il y a même sur YouTube, enfin c'est des images un peu animées où il y a des remises de médailles, tout le monde est beau, tout le monde est propre. Et on découvre aussi dans votre livre, et c'est très très effrayant et tellement inattendu, les travers de Goebbels, mais à un point qui, si on n'est pas spécialiste, ne sont pas, enfin, on ne peut pas imaginer, c'est pas possible, c'est le mal absolu. Et toujours à ce propos de cette normalité qui cohabite avec la guerre, avec la désolation, il y a une scène dans votre livre, Cyril, où vous nous parlez du quotidien de ce Fernando Cler, donc haut fonctionnaire, qui, redisons-le encore, théoriquement doit être quand même intéressé par les problèmes du monde. Et on s'aperçoit, à la faveur de cet extrait, que lui, il est dans sa vie de tous les jours, comme s'il était encore plus loin, puisqu'il est quoi, à 4 heures d'avion de là où a lieu le drame, mais on a l'impression qu'il est sur une autre planète. Et c'est ce passage qu'on peut peut-être illustrer, puis après vous pourrez commenter, bien sûr. Le boulevard grouillait déjà de centaines de boîtes en tôle lorsque la silhouette de Fernando Cler se découpa, longiligne et souple, sur l'asphalte. Avec régularité, il progressait vers le 104, ne détournant que rarement la tête vers les vitrines qui jalonnaient son parcours. Il portait un complet sombre de chez Willman et un feutre noir qu'il remplacerait dès les premiers jours de mai par un couvre-chef en paille tressée, cerclé d'un ruban. Une fine moustache et des lunettes rappelaient l'admiration sans borne qu'il vouait à un autre Fernando, dont les vers le transportaient. Un volume de sa poésie reposait 365 jours par an dans sa mallette de cuir souple. Lorsqu'il franchissait les portes automatiques de l'immeuble aux alentours de 7h50, Fernando Cler ne manquait jamais de se féliciter. Le siège de la réceptionniste trônait, inoccupé, derrière le large bureau de verre, et le hall vibrait d'un silence recueilli. Une nouvelle journée de travail pouvait commencer. Ce matin-là, les informations défilaient sur les murs de télévision. Les bombes, Gaza, les gravats, tous ces gens dans la rue, agglutinés et vociférants. Fernando Cler scrutait leur peau brune, leurs cheveux noirs, ces bâtiments qu'on aurait dit calquer les uns sur les autres, bloc après bloc. Il percevait l'énergie fantastique dégagée par cette foule, les pulsations déchaînées, absentes des cohortes parisiennes. Il resta un instant encore devant ce flot d'images sans parole, face à cette succession de mouvements emprisonnés derrière une vitre sans teint, comme suspendus dans un temps et un espace intermédiaires. Puis il s'éloigna, d'un pas précipité, soudain dégoûté par ce qu'il voyait. Peu d'hommes trouvaient autant de plaisir à l'ouvrage que Fernando Cler. Le plus clair de sa journée se déroulait dans une petite cellule à la moquette grise. Le mobilier, d'une extrême propreté et d'un manque absolu de fantaisie, était identique à l'ensemble des fournitures du bâtiment. Bureaux aux revêtements synthétiques, armoires en métal et portes coulissantes en plastique noir, chaises roulantes rotatives, tables de réunion en bois verni, stores aux lattes de plastique souples et bruyantes. L'ensemble était agrémenté de quelques calligraphies chinoises et arabes, tirées du Tao Te Ching et du Coran, et d'une reproduction des raboteurs de parquet, flattant sa conception de l'effort et du travail bien fait. Sur son bureau trônaient quelques ouvrages soigneusement choisis et mis en évidence. Les haïkus de Buzon, les sonnets de Rilke, le Roi Lear et l'incontournable livre de l'intranquillité. À chaque heure était dévolue sa tâche, et plus particulièrement son dossier. Arménie, Malaisie, Togo. Fernando Cler n'avait qu'à passer en revue les colonnes de chiffres, les tableaux, les estimations, les indicateurs, pour dresser un premier état des lieux. Déficit, corruption, manque de gestion, laxisme économique. D'un coup de crayon sec et incisif, il inscrivait ses premières observations, puis consacrait une demi-heure à approfondir chaque point, méthodiquement. Enfin, il synthétisait dans son cahier ses conclusions et recommandations. Quelques heures plus tard, un autre fonctionnaire, plus haut placé, recevrait le précieux feuillet
et décrocherait son téléphone. À l'autre bout de la ligne, un dirigeant étranger devrait se prononcer sur les mesures proposées. De sa réponse dépendrait l'obtention des précieux crédits. Ainsi, le fonds réorientait le monde, et Fernand Auclair avec lui. Comment vous avez construit votre matière, Cyril? Parce qu'il y a le vécu personnel. Yves nous parlait finalement des non-dits familiaux. Il y a aussi les recherches historiques qu'on a vues avec Sébastien. Vous avez côtoyé à divers degrés au fur et à mesure de votre parcours cette réalité. Vous avez œuvré pour une fondation des hommes de parole. Vous avez organisé une rencontre entre imams et rabbins, donc représentants des deux religions pour la paix. Vous avez même rencontré un proche conseiller de Yasser Arafat qui vous a raconté de façon très romanesque son passage en Égypte. Donc vous avez rencontré des personnages, des témoins, vous avez des amis israéliens, des amis palestiniens. Est-ce que ce matériau-là, c'est celui qui va construire la voie et le cheminement de vos personnages? Puisqu'il n'y a pas de livre, vous n'allez pas aller dans l'encyclopédie, chercher à la lettre F, chercher pour savoir qui sont vos deux personnages palestiniens. D'où elle vient cette matière? Comment elle s'est construite? Malgré vous, vous l'avez peut-être captée au fur et à mesure sans le savoir? En fait, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré Yasser Arafat, pas un de ses proches conseillers. C'est la seule scène qui est directement inspirée d'une expérience directe. Quand j'ai rencontré Arafat en 2004 à la Moukata pour négocier la sortie des imams palestiniens du territoire. Parce qu'à l'époque, j'organisais des congrès israélo-palestiniens, et puis j'ai organisé le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix, où en gros on enfermait pendant 4 jours 350 leaders juifs et musulmans du monde entier pour les obliger à se parler. Et ça marchait. Avec l'idée de... Oui, ils se parlaient, oui. Avec l'idée d'avoir un impact sur le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, ça a très bien marché. Ne nous remerciez pas. Et évidemment, toutes ces rencontres-là, le fait d'avoir passé beaucoup de temps à Gaza avec des gens, en Israël, d'avoir rencontré des responsables politiques, d'avoir travaillé dans les ONG, donc d'avoir été en contact avec des gens de l'ONU, avec des gens de l'UNESCO. Après, j'ai créé une ONG plutôt écologiste avec Pierre Rabhi, qui m'a amené à continuer à fréquenter un certain nombre de fonctionnaires internationaux. Tout ça imprime quelque chose, c'est sûr. Mais curieusement, le personnage de Fernand Auclair, par exemple, dont on vient de lire un extrait, il est venu de façon tout à fait spontanée, sans que, à aucun moment, je me sois dit, tiens, j'ai envie de faire un roman avec un personnage de fonctionnaire international. C'est lui qui est venu en premier, et c'est sa voix, en fait, c'est des phrases. J'avais des phrases dans la tête, puis je commençais à écrire ces phrases, et puis au bout d'un moment, à me poser la question, à me dire, mais qui parle? D'où est-ce qu'il parle? Qui est-il? Et puis petit à petit, le personnage a commencé à émerger à force d'écrire des phrases, d'écrire des passages et d'essayer de comprendre qui il est. Et puis les autres personnages sont venus dans la foulée. Et moi, j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien faire œuvre d'imagination. Parce que c'est vrai il y a un débat en ce moment dans la littérature entre l'exofiction et la fiction, puisque la plupart des romans qui ont eu des prix littéraires à la rentrée littéraire dernière sont quasiment que des romans basés sur des faits réels. Que ça soit notre ami Jaénada, que ça soit Éric Vuillard, que ce soit Olivier Guèze avec l'histoire de Joseph Mengele. Donc, à un moment, on finit par se poser la question, mais alors, est-ce qu'on est, nous, écrivains, condamnés à revisiter l'histoire, à revisiter les faits réels tout le temps? C'est un peu comme au cinéma avec les biopics, quoi, à faire des films sur des gens qui ont déjà existé. D'ailleurs, la plupart des Oscars ou des Césars vont en général à des acteurs qui incarnent des personnes qui ont déjà existé, comme si le fait de pouvoir comparer entre la personne réelle et la personne qui a joué nous donnait la capacité de vraiment nous dire « Ah, sa performance est formidable ». Et je pense que tout ça est fondamental, hein. Je pense que c'est absolument fondamental de revisiter l'histoire, et y compris des faits réels, mais je pense que c'est aussi très important de faire œuvre d'imagination et de laisser venir les choses de notre inconscience, qui doit de toute façon se produire malgré tout quand on revisite une histoire existante, puisqu'il y a des blancs à combler. Mais pour moi, la littérature a vraiment une fonction presque magique à cet endroit-là.
dans le fait qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a vraiment dans la tête de ces gens, ce que tu disais tout à l'heure pour ces personnes qui étaient dans ces trains. On ne peut pas être certain que ce qu'on va dire a une véracité historique. Pour autant, on fait confiance au fait qu'on capte des choses qui, si on les laisse nous échapper, peuvent avoir un semblant de véracité. Et c'est intimidant, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait lire le bouquin à des copains israéliens ou palestiniens, j'avais la trouille, qui me disent « mais ton truc, c'est pas crédible ». Enfin, moi, j'y crois pas. J'habite là-bas et je... Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous leur avez fait lire, justement, à ces gens qui sont sur le terrain? J'ai notamment une amie israélienne avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'époque où je faisais ça, qui m'a appelé un jour, et j'ai mon téléphone qui a sonné, et j'ai vu son nom, et je me suis dit « oh, merde !» Mon Dieu. Et donc, elle me dit « écoute, j'avais pas envie de le lire. J'avais peur de le lire, même. » Et pour moi, en fait, le livre n'est pas du tout ce qu'on en dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas un livre sur le conflit israélo-palestinien, c'est un livre sur des gens. Et à ce titre-là, ce livre m'a vraiment touché. Et j'en ai déjà acheté 4, et je vais les donner à des gens qui seront pas d'accord avec toi. Et je trouve que c'est chouette. C'est une très juste remarque que vous faites. Vous parlez de votre livre par le truchement d'un regard d'une amie israélienne. Et c'est vrai qu'il est intéressant de lire votre livre en sortant de ce conflit, parce qu'on est un peu trop contaminé par les images ou par des avis qu'on pourrait avoir, comme ça, des opinions. D'en sortir, parce qu'il y a aussi un élément important dans votre livre, on y reviendra, il y a la poésie, et il y a le fait aussi qu'on ne reste pas qu'à Gaza. Vos personnages palestiniens vont voyager jusque pas loin de chez nous, hein, et aux lecteurs qui découvriront votre livre de comprendre pourquoi. Donc vous nous montrez, c'est presque une évidence de le lire, combien cette histoire qui pourrait paraître lointaine, comme elle paraît lointaine à Fernando Clerc, en tout cas au début du livre, est plus proche qu'on ne le pense de nous. Et il y a toute une trajectoire de vos personnages dans des villes, des endroits qu'on connaît, tous les uns les autres ici en étant en France, qui rend aussi le livre assez spectaculaire. On s'aperçoit qu'on sort de soi-même. Alors, il y a cet élément, vous parlez, Cyril, des rencontres qui ont nourri l'histoire. Vous remerciez, vous, Sébastien, les archivistes qui vous ont aidé à faire ce travail, puisque, évidemment, ça ne se fait pas seul. Et on découvre, je disais, la vraie face des personnages, notamment de Goebbels, qui tient des carnets immondes sur ses, entre guillemets, conquêtes amoureuses, mais c'est évidemment un euphémisme. Et pour comprendre aussi la teneur, d'une certaine manière, la tonalité du livre, vous avez choisi de nous lire un extrait. Et après, on reviendra bien sûr sur le lien qu'on fait, puisque vous avez évoqué ce rapport à la fiction et à la réalité historique, qui sans doute appellera aussi certains de vos commentaires, Sébastien. Ah, mais c'est tout l'intérêt. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est sûr, il y a un engouement étonnant pour l'histoire, mais à mes yeux, pour une bonne et simple raison, c'est que l'histoire, parfois, dépasse tellement de temps la fiction. Et en tout cas, l'histoire peut faire beaucoup de bien. Elle peut soigner les âmes, elle peut réparer les choses. En tout cas, elle peut parfois permettre d'éviter de reproduire certaines erreurs, je l'espère. En me plongeant dans... Voilà, bien sûr qu'il faut de la fiction, mais l'histoire est un champ tellement extraordinaire qu'on y découvre des histoires très... Enfin voilà, pour moi, ça dépasse la fiction. C'est plus fort que la fiction. Quand j'ai commencé à faire ces recherches, et je vais vous lire un petit passage, Oui, mais il faut juste un petit préalable avant. Bien sûr. J'ai commencé à écrire sur Magda Goebbels. Je me suis dit, bon, ok, Magda Goebbels. Parce que pour ce que je vous disais tout à l'heure, cette femme qui va tuer ses 6 enfants, comment elle a fait? Et j'ai failli arrêter très rapidement, parce que Magda Goebbels, finalement, est-ce qu'elle en valait la peine? Jusqu'au jour où j'ai découvert que cette femme, là il y avait presque rien là-dessus. Il y avait quelques lignes en allemand sur Wikipédia. Il n'y avait rien là-dessus. Cette femme, elle a été élevée pendant 20 ans par un homme qui s'appelait Richard Friedlander, qui était commerçant, allemand, juif, et qui fait partie des premiers déportés dans les camps de concentration. Donc si l'histoire ahurissante de cette femme qui est une des figures de proue du nazisme, qui a été élevée par un juif pendant 20 ans et qui a laissé son beau-père, son père adoptif, mourir en camp de concentration. Sur cet homme-là, il y a quelques lignes qui existaient simplement, que j'ai fini par découvrir. Et au cœur de ce livre, comme l'inconscient de cette histoire, et la partie, pour le coup, totalement fictive,
mais la plus vraisemblable possible. J'ai imaginé toutes les lettres que cet homme aurait pu adresser à celle qu'il a élevée comme si elle était sa fille. Ces lettres commencent à Berlin quand la situation devient intenable pour les Juifs de Berlin, et elles se terminent dans le camp. Donc c'est juste un extrait d'une lettre qu'il aurait pu lui écrire quand il était encore à Berlin, avant de partir avant d'être déporté en camp de concentration. Ma fille, je vis chez mon ami Baruch le gargotier. Je l'aide à tenir ses comptes. Il a une chambre pour moi, petite, qui embaume le poisson. Je lui ai parlé de toi. Désolé, je ne peux plus me cacher. Je ne peux plus taire que j'ai une fille qui ne veut plus de moi. Des années sans un mot, c'est plus qu'un trou de mémoire. Je suis devenu pauvre de toi, de tout l'amour d'un père. Tu es devenue riche et puissante en épousant cet homme. Tu as un fils, quelques filles. J'ai tenu ma place de père, je crois. Baruch dit que j'étais un brave père. Moi qui t'ai cru heureuse, je t'ai connue curieuse, je t'ai vue amoureuse, je sais que je t'ai su malheureuse. J'espère que tu redeviendras un jour ma fille. Laisse-moi une petite place. Accorde-moi l'image d'un père, même à l'échelle réduite, comme ce temple de Salomon en carton dur, rouge et or, que nous avions visité tous les deux à Berlin. T'en souviens-tu ? Cette reproduction était l'œuvre d'un certain Schwarzbach, un de ces juifs de l'Est qui s'était mis en tête de reproduire à l'échelle 1/70e le temple de Salomon. Il était exposé dans la librairie de la rue des Grenadiers. Sa photo était accrochée au-dessus. Il s'était échiné des années pour en reproduire chaque détail. Le toit d'or, le jardin, les 15 marches des Lévites et le Saint des Saints, bien sûr. La salle aux 71 trônes d'or du juge du Sanhédrin. Je ne prétends pas être un des leurs et te dire ce qu'il faut faire ou non. Je suis un petit commerçant devenu comptable. Je ne te demande pas un trône d'or. Je ne te demande rien de grand. Je sais être riche de peu. Je voudrais juste un peu d'égard, un soupçon d'estime, de considération. Schwarzbach a mis 9 ans pour construire son temple. Je n'ai rien construit, je n'ai rien bâti. Ma vie ne tient plus qu'à l'hospitalité de cet homme, Baruch. Mais tes fondations à toi sont les heures que nous avons passées ensemble à interroger la vie, à balayer la mystique, à goûter les mots, les idées, les grands auteurs, à marcher sans rien dire pour écouter le silence. Je mérite bien d'être ton père, même à échelle réduite. Alors, on a écouté ensemble cette lettre qui aurait pu être adressée par un père à sa fille. Et ce qui les mots manquent parce que c'est tellement incroyable. On en parlait hier, c'est que cette Magda Goebbels, à la trajectoire évidemment tragique, aurait pu, a eu une autre liaison amoureuse, on va dire. C'est qu'elle a connu en plus un certain Arlosoroff, qui n'était pas n'importe qui par rapport à l'histoire du Proche-Orient. Ben oui, alors pour faire des liens, c'est l'histoire de Magda Goebbels, elle est invraisemblable. Donc elle a été élevée pendant 20 ans par cet homme. Elle s'est appelée Magda Friedlander. Elle s'appelait Magda Friedlander. Et quand elle avait 15 ans, parce que cet homme, Richard Friedlander, lui avait appris les rites du judaïsme, lui avait appris quelques mots, lui avait offert une étoile de David, lui avait présenté ses amis, elle était tombée amoureuse d'un homme qui s'appelle Victor Arlosoroff, quand elle avait 15 ans. Et pendant quelques années, elle va suivre cet homme, elle va assister à ses conférences, parce qu'il était engagé, militant, elle va organiser des collectes avec lui. Et Victor Arlosoroff est un des fondateurs de l'État hébreu. Voilà, ça ne s'invente pas, tellement c'est fou. Cet homme, Victor Arlosoroff, elle l'a aimé, elle l'a adoré, réellement. Il est ensuite parti, il est allé en Palestine, à l'époque où la Palestine était encore un mandat britannique, à l'époque où on parlait du foyer national juif. Oui. Et en 1932 ou 1932, juste après que Magda ait épousé Joseph Goebbels, juste après que dans le journal de Goebbels, qui est accessible, qu'on peut acheter ou consulter, il est écrit « Aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose d'invraisemblable, point de suspension ». C'est dans ces points de suspension qu'il faut se plonger. Juste après cette entrée dans son journal, Victor Arlosoroff est assassiné. Il est assassiné sur une plage de Tel Aviv, je crois. Exact, oui. Et on parlait des noms des rues tout à l'heure, ou
des mots des rues, grâce à ton intervention, la rue des déportés, a aujourd'hui en Israël une des phrases qui se répète un petit peu, enfin qui va de bouche en bouche. De bouche en bouche, oui, c'est vrai. Qui a tué Arlo Sorov? Qui a tué Arlo Sorov? Et voilà, donc c'est l'histoire de cette femme qui a eu ses destins invraisemblables, qui était présentée comme une grande dame et qui finit comme un archi-monstre, qui a eu une histoire très complexe, très paradoxale. Alors, n'hésitez pas, évidemment, si vous avez lu le livre, puisqu'ils sont là, les auteurs, à poser des questions. On va bientôt conclure, mais c'est important. Juste une petite Cyril, oui, bien sûr. Réaction. C'est passionnant, en fait, cette histoire de la fiction et de la non-fiction. Il y a un bouquin absolument génial de Nancy Houston, donc, qui est à la fois romancière et essayiste, qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et dans l'introduction de ce livre, elle raconte elle faisait une conférence dans une prison et que les femmes qui étaient là, à un moment, lui posent la question « Pourquoi est-ce que vous écrivez des fictions? À quoi ça sert ?» Parce que la réalité dépasse bien souvent tout ce que vous pourriez imaginer. Et d'ailleurs, on le dit, moi j'ai été comédien à l'origine et dans les écoles de théâtre, on nous dit souvent, en fait, si on faisait ça sur un plateau de théâtre ou au cinéma, on n'y croirait pas. Parce qu'effectivement, la réalité est parfois complètement dingue. Et la théorie qu'elle développe dans ce livre, c'est que, en fait, nous, les êtres humains, ne fonctionnons que à travers les histoires et les fictions, et que tout est fiction. Quand on parle de quelqu'un, quand on se présente à quelqu'un et qu'on lui raconte qui on est, on va prendre un certain nombre de faits qu'on va mettre dans un certain ordre, on va y apporter un certain éclairage, et on va lui raconter une histoire. Mais on pourrait très bien sélectionner d'autres faits, les regarder avec un autre point de vue, et on aurait l'air d'être une personne tout à fait différente. Quand on parle des religions, quand on parle des États, tout ça, ce sont des histoires, au bon et au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ce sont vraiment des histoires. Quand on parle de l'argent, par exemple, l'argent, c'est une histoire. C'est Harari, là, le gars qui a écrit Sapiens, qui dit ça, qui dit, mais le fait que, par exemple, on puisse s'échanger des bouts de papier et qu'en échange d'un bout de papier, on puisse acheter quelque chose de tangible, par exemple des bananes, ça, c'est une histoire que les humains se racontent en disant, ce bout de papier vaut tant et je peux acheter. Si vous faites ça avec des chimpanzés, par exemple, vous leur donnez un bout de papier et que vous voulez une banane en même temps, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, finalement, quelle que soit l'histoire qu'on raconte, qu'elle soit basée sur des faits réels ou pas, il y a une part de fictionnalité qui est... Je ne suis pas d'accord. On en parlera. Par exemple, je ne sais pas si vous avez lu un livre qui s'appelle Danseur de Colum McCann, qui est un livre absolument formidable sur Nureyev, qui est une fiction. C'est-à-dire que Colum McCann le présente comme une fiction. Il a passé des mois et des années à se renseigner, à aller rencontrer les gens, à s'imprégner. Et il dit après, j'ai essayé de tout oublier pour écrire le livre. Et il se trouve que la famille de Colum McCann dit, c'est sans doute la meilleure biographie qu'on ait jamais lue sur lui. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, la dimension inconsciente de tout ce qu'il a perçu, de tout ce qu'il a ressenti et de tout ce qu'il a retranscrit dépasse certainement ce qu'un biographe aurait pu faire en consignant simplement des faits qui auraient été rapportés, qui eux-mêmes sont certainement des recréations. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les souvenirs sont jamais totalement exacts, mais parfois on les réinvente. Et finalement, je vais vous laisser la parole, Sébastien. Finalement, puisque la table ronde était placée sous le thème des actes de folie, c'est aussi parce que l'être humain est complètement fou. Enfin, justement, voilà, c'est ça le truc. Moi, j'ai été élevé par un père que j'adorais, mais qui était complètement mythomane. Il était un peu escroc sur les bords, si on en croit les gazettes. Et qui me racontait des histoires à longueur de journée, et qui me faisait croire des choses en permanence. Et j'ai passé ma vie, et j'ai passé mon enfance à essayer de démêler le vrai du faux. Et je t'assure que les histoires qu'on te raconte, c'est bien agréable, mais quand tu grandis avec ça, et que tu ne sais pas ce qui est vrai ou pas, c'est insupportable. Donc la fiction, la limite de la fiction, c'est juste sur ce sur quoi elle repose. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a des... il faut se raccrocher aux branches. C'est pour ça que vous avez dit dans de nombreuses interviews que dès très jeune, vous saviez que vous seriez écrivain. C'est à cause ou grâce à ce père ou pas ? Peut-être, oui. Puisqu'il démêlait le faux du vrai. C'est ce que vient de dire une dame au premier rang, mais il y a une différence entre fiction et mensonge.
Alors, comme le temps, lui, Se raconter des histoires, ça a du sens. Lui, il se racontait des histoires, il père. nous racontait des histoires. et il fallait savoir si elles étaient vraies ou fausses. Voilà, on ne savait pas si c'était des mensonges ou si c'était la vérité. Il nous racontait des histoires. Comme le temps réel, lui, continue de s'écouler, habile transition, mais vous voyez, hein, c'est le climat de Laval qui donne des forces. On va revenir à votre livre. Alors, Yves, vous vouliez nous choisir un extrait. Moi, il y a un élément, je ne sais pas si c'est cet extrait que vous allez nous lire, qui là aussi est fou, pourtant ce n'est pas un fait extraordinaire. Vous racontez une chose au début du livre, c'est en page 15. Les trains de déportés vont circuler, évidemment, ils vont partir vers l'horreur absolue. Et ce qui est incroyable, ça donne presque un malaise en tant que lecteur, c'est s'imaginer que ces trains passaient à côté de quais, et sur ces quais, il y avait des gens qui se demandaient où était le train pour aller en vacances, pour aller dans tel ou tel endroit. Cette cohabitation, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui ne reviendront plus, qui seront peut-être oubliés par l'histoire, et de l'autre, il y a des gens qui pensent à prendre le train pour aller en vacances, pour aller quelque part. C'est ce face-à-face est d'une violence incroyable. Voilà, c'était une parenthèse de lecteur, mais je ne sais pas quel extrait vous allez nous lire, Yves. Surprise, surprise. Voilà, oui, si l'on peut dire dans le contexte, vous voyez, qu'on arrive à être sérieux et en même temps léger. Sors-moi de cet enfer, aide-moi. Souviens-toi, mon amour, nous allions dans la montagne, dans les cabanes, nous reposant sur une grande natte de paille lissée. Je caressais ton corps nu d'attouchements de soie. Tu vibrais et prenais mon sexe de tes doigts, autour et dedans. J'agrippais le tien de ma main et de ma bouche. Tu disais « Arrête !» Ramenais tes lèvres aux miennes en effleurant. Je répondais « J'ai besoin de ton sexe ». Je me tournais, lâchais tes lèvres pour que ma bouche te prenne encore. Tu grandissais en disant « Je vais jouir ». Je disais « Tu veux jouir dans ma bouche ou dans mon sexe ?» Tu disais « Dans ta bouche ». Je continuais à te prendre de haut en bas, bien après que tu avais donné ton sperme de miel, jusqu'à ce que la douleur fût trop grande pour moi. Tu te détachais en fermant les yeux, puis te recroquevillais en fœtus. Il ne fallait plus te toucher. Mon amour, oh mon amour, protège-moi. Tu vois qu'ils s'approchent, les yeux hagards, ils vont se précipiter. Viens vite. Donne-moi la force de ton corps pour leur résister. Couche-toi sur moi. Affrontons cette meute de morts vivants. Ils touchent déjà mon visage. Frappons, frappons et crachons. Repoussons-les de nos insultes. Que la stupeur de notre résistance les terrorise à notre tour. Tu vois, mon amour, ils reculent déjà. Leurs yeux témoignent de leur frayeur et de leur désarroi. Notre amour les éloigne. Ce ne sont plus que quelques points noirs s'évanouissant dans la poussière. Nous pouvons entrer dans le sommeil. Au bout de ce tunnel, j'aperçois ton visage. Chaque pas exige une volonté féroce. Ton sourire efface l'épuisement qui me noie. Je titube vers tes lèvres entr'ouvertes. Vois, je tends mes bras vers tes yeux. Tu murmures à peine. Un pas de plus. Tu me parles, ô mon amour. Un pas de plus vers ta chaleur. Comment ai-je la force de tendre mes bras? Un pas de plus. Oh, je n'avance plus. Des bras me touchent, me prennent, m'empêchent, me tirent. Je recule. Ma tête, une paroi humide, mes yeux se voilent. Pourtant, je devine une ombre bienfaisante. Aucune douleur. Je flotte, tu répètes, je t'aime, ne crains rien. Je laisse filer mon corps entre tes lèvres. Tout devient bleu. Sors-moi de cet enfer, aide-moi, souviens-toi, mon amour. Quand dans une chambre au centre d'une ville inconnue, les volets entr'ouverts laissant entrer les clameurs des passants et des marchands de tout, je m'accoudais au rebord de la fenêtre. Tu venais derrière moi, embrassais doucement la lisière entre cou et épaule, puis saisissais mon visage à deux mains, enlaçant cheveux, gorge, bouche, frôlant les yeux que je fermais en respirant. Tu embrassais le dos du cou, léchais l'oreille, le coin des lèvres et, soulevant la jupe légère, tu installais ton sexe encore au repos dans la fente des fesses, dans les plis du tissu. Si j'ai voulu, lire cet extrait, c'est que il n'y a pas seulement l'horreur que j'imagine dans ce wagon, le temps qu'il faut apprivoiser ou se laisser totalement prendre par lui, mais il y a aussi les réminiscences d'une femme qui, pour résister à toute cette pression, à toute cette incompréhension, se rappelle les étreintes qu'elle a eues avec ses amants. Et c'est ce qui lui permet au moins
de passer les 48 premières heures de ce voyage. Après, les gens qui liront le livre verront ce qu'il devient de cette femme rousse. Mais je tenais beaucoup à lire ce deuxième extrait parce qu'il ne faut pas imaginer que Transport est un livre uniquement de A à Z sur ce qui se passe dans la fiction-réalité que j'imagine être ce que vivent les gens. Mais il y a aussi les rêves que ces gens vivent pour s'échapper de leur situation. Voilà, c'est un des points communs, et ça va être le mot de conclusion entre ces trois livres, c'est qu'ils ne traitent pas que du conflit au Proche-Orient, ils ne traitent pas que de la Shoah. Il y a une dimension poétique dans votre livre, notamment Cyril, qu'on laisse au lecteur le soin de découvrir. Il y a aussi une dimension d'humanité naissante, avec ces rencontres qui vont avoir lieu avec notamment les soldats américains et notamment une photographe de guerre. Donc ce qui est intéressant, c'est peut-être ça la force de la littérature dans nos débats sur histoire, fiction, etc. C'est que vous arrivez à aller dans l'âme et dans l'indicible qu'aucun historien ne pourra jamais raconter, parce que ça, c'est pas prouvé par des archives, ces gestes d'humanité, mais elles sont le privilège et l'apanage du romancier. Donc merci de nous avoir écoutés, puis merci au festival d'avoir permis ce beau dialogue. Merci à vous.